Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, le mal. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, avec M. Normand Pinard, voyant et métaphysicien, nous allons tenter de comprendre le mal en tant que tel. Bonjour, M. Pinard, ça va bien? Bonjour, M. Saunier, ça va très bien. Oui. Alors, c'est quand même un sujet délicat jusqu'à un certain point, puisque le mal, ça fait mal. C'est pas le bien, c'est le mal. J'aime ça, les sujets délicats. Oui. J'aime les sujets tabous, j'aime les choses qu'on ne parle pas tellement souvent. Oui, c'est vrai. Parce que les gens, peut-être qu'ils peuvent arriver à y penser beaucoup, mais je veux dire, je trouve ça important d'aller chercher des explications concernant ces choses-là. Ouais. Parce que ça fait partie aussi... D'ailleurs, le monde de la parapsychologie au cinéma est toujours associé au mal. Toujours. Tout le temps. Oui. On ne peut pas dissocier les pouvoirs psychiques. On ne peut pas dissocier, par exemple, la maison hantée. On pense à la maison d'Amityville aux États-Unis. Je ne me souviens plus dans quel état que la maison est aussi. Mais il n'y a pas eu grand-chose de mal à part l'assassinat de quelques personnages. Je pense que c'est un individu qui a assassiné sa femme et ses enfants. Mais par la suite, on a grossi la chose. Et ça n'a jamais été vraiment de maison hantée. Rien de ça. Mais pourtant, ceux qui l'ont acheté, écoutez, c'était le mal. Hein? Ils l'avaient acheté pour un montant ridicule de quelques milliers de dollars parce que personne ne voulait se la procurer, mais ils l'ont quand même vendu plusieurs millions. Et ensuite, ils ont écrit un roman qui a apporté au moins une cinquantaine de millions. Alors, c'est pas à se plaindre. Hein? Donc, parce le mal était payant. Le mal a été très payant pour les gens qui... Dans ce cas-là. Donc, le mal en tant que tel, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut dire qu'on peut être moralisateur, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, ou bien si le mal s'explique en soi? Je ne veux pas être moralisateur parce que je vais laisser ça aux gens qui prétendent avoir une morale. La morale n'est rien d'autre qu'un point de vue et qui change avec le temps, qui change avec les époques. Donc, le côté moral, ce qui était mal autrefois est bien aujourd'hui, ce qui était bien autrefois est rendu mal. Il y a beaucoup de choses dans la perception qui change. Moi, je dirais, la chose qui me fascine, et je l'ai déjà dit dans une des émissions, mais la chose qui me fascine vraiment, c'est de voir qu'en 4000 ans de civilisation, il n'y a pas d'époque où l'être humain a été heureux. Ça me fascine. C'est-à-dire, sur les 4000 dernières civilisations, 4000 ans de civilisation, si on regarde les tribus primitives, il n'y a pas vraiment dans l'être humain de grandes périodes où il n'y a pas de guerre. Donc, on pourrait dire que c'est, en partant, est-ce que l'être humain est de nature guerrière? J'ai cherché pendant environ 35 ans. 35 ans. Et j'en suis arrivé à une conclusion qui va peut-être vous impressionner, que j'ai un petit peu élaborée au cours des premières émissions, mais je voulais en parler plus que ça. Je crois qu'on fréquente à quelque part des plans invisibles. Je ne crois pas qu'il existe simplement du visible. Je crois dans notre monde que pour une part de visibilité, il y a énormément d'invisibilité. Un peu ce qu'on trouve également dans le domaine de la physique, même dans le domaine des atomes. Le spectre des choses que l'on peut voir au niveau électromagnétique, c'est rien. L'infrarouge, on ne peut pas le voir, ça existe.
Le rayon X, on ne peut pas le voir, il existe. On l'utilise dans les hôpitaux. Le rayon gamma, on ne peut pas le voir, ça existe. Les micro-ondes, on ne peut pas le voir, mais on sait que ça peut faire bouillir de l'eau. Fait que finalement, il y a très peu de choses qu'on peut voir. Puis la majorité des satellites qu'on envoie dans l'espace, c'est pour voir des choses dans des spectres de rayons gamma, de rayons X, d'infrarouge que nous, on ne peut pas voir à l'œil nu pour essayer de voir des choses qui sont cachées par d'autres choses. Et finalement, ça fait très peu de visibilité. Il y a beaucoup d'invisibles dans la science. Alors, c'est la même chose un peu pour le phénomène paranormal. Le phénomène paranormal, c'est l'étude de l'invisibilité pour la visibilité. Fait que ça, il faut commencer là pour comprendre ce qui s'en vient. Moi, ma vision des choses, c'est que je crois que sur Terre, avant que l'homme existe sur Terre, il existait probablement déjà des formes d'énergie. Et ces formes d'énergie-là appartiennent à des plans qui sont invisibles. Et je crois qu'on les dérange, à quelque part. Je crois que ça ne leur fait pas plaisir. J'en arrive à cette conclusion-là parce que je me suis dit, lorsque le mal se manifeste, à quelle place peut-il se manifester? Il se manifeste dans la pensée humaine, dans la relation entre l'inconscient et la conscience. C'est sûr ici que les psychologues, que les psychiatres ne vont pas avoir, que les médecins de la santé mentale ne vont pas nécessairement avoir mon opinion. Il y a beaucoup de gens également qui vont dire ben, c'est un résidu du judéo-christianisme. Moi aussi, j'y ai pensé à ça. Que j'ai été éduqué dans un contexte judéo-chrétien où le mal était une force occulte, satanique, qui était cachée en arrière. Et moi aussi, j'ai pensé à ça. Mais en bout de ligne, lorsqu'on arrive chez l'être humain, tout le monde commence avec de très bonnes intentions, puis ça finit toujours, presque toujours mal. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, la science, je n'ai pas de problème avec ça, c'est noir sur blanc. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de choses qui peuvent s'infiltrer là-dedans. Donc, on a une science qui est quand même, au début, là, comme ça, même si on a à peu près démoli la moitié de la planète, là, détruit, il y en demeure pour moi qu'au niveau de la science, on a réussi à faire des choses quand même acceptables. Je pense surtout au domaine de la médecine. Il y a certaines branches de la médecine qui sont fascinantes. Les neurologues, j'ai toujours pensé qu'un neurologue, c'est un astrophysicien de l'intérieur, du cerveau humain. Même si on ne connaît pas encore du tout toutes les parties du cerveau. C'est quand même les gens, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont en neurologie, les cardiologues, les médecins spécialisés qui font des recherches extraordinaires, les nouveaux médicaments qui vont arriver éventuellement sur le marché, qui vont être fantastiques. Alors, ceci dit, c'est pas normal chez l'être humain qu'il y ait autant de souffrance. On regarde au cours de la dernière guerre mondiale. Pourquoi? Parce que ça va être facile pour vous tous de voir des films sur la dernière guerre mondiale. Comment se fait-il qu'un seul homme, comme Adolf Hitler, ait su, au cours de la dernière guerre mondiale, monopoliser l'Allemagne au complet, l'Autriche, et arriver finalement à plusieurs dizaines de millions de morts? Et ça s'était déjà produit quelques années auparavant, quelques décennies, avec la guerre de 14-18. Maintenant, si je regarde dans les années 1800, il y a également eu des guerres. On regarde dans les années 1700, on remonte 1600, 1400, 1300. Il n'y a pas une seule période où vraiment l'être humain, même avec des bonnes intentions, on a connu la période de l'Inquisition religieuse, on a connu toutes sortes de choses. Au nom de Dieu, on a béni des champs de bataille. Moi, je me dis simplement ceci, ça se peut pas qu'avec autant de bonnes intentions, on arrive à autant de destruction au nom de Dieu, au nom d'une foi, au nom d'une croyance. Et même encore dernièrement... Au nom d'un territoire, des fois? Au nom je sais pas moi, du musulman, les tours du World Trade Center, ça a changé la face de l'humanité depuis 2001. Les gens sont plus craintifs, etc. C'est très récent, ça fait partie de notre époque contemporaine. C'est toujours au nom de, comprenez-vous? Mais aussi, à un moment donné, il y a des individus qui vont commettre un acte regrettable. « Ah, c'était plus fort que moi, j'ai entendu une voix dans ma tête. »
c'est Dieu qui me l'ordonne. Vous savez, c'est jamais tout à fait nous, mais il y a toujours quelque chose qui intervient dans la pensée de l'être humain et qui fait que ça ordonne. Alors, je pense que le mal est quelque chose qui peut entrer dans la pensée de l'être humain, que c'est quelque chose qui intervient au niveau des rêves, qui intervient au niveau de la pensée, qui intervient dans la psychologie humaine, dans sa psyché, et qui l'influence à percevoir le monde dans un angle plutôt qu'un autre angle. Est-ce que le mal existe seulement chez l'homme? Bien, si je regarde les animaux, je me suis posé la question, la bête, elle va dessus pour se nourrir. Ce n'est pas pour une intention malsaine, c'est qu'il doit manger. Il doit manger. Maintenant, vous allez me dire, l'être humain, ça serait pas un peu la même chose? Mais il n'existe pas de sadisme chez l'animal. L'être humain a la faculté, j'allais dire cet animal étrange, l'être humain, a la faculté de prendre plaisir à faire souffrir. Mais nous avons vu des tribus d'animaux où il y avait le mâle alpha et la femelle alpha aussi. Et il y avait une défense absolue. Il y avait des chicanes entre ces animaux-là. Oui, mais ça, c'est pour défendre un territoire, M. Saunier, c'est pour défendre la nourriture. L'être humain peut prendre plaisir à avoir souffrir. Et ça, bien, vous allez me dire, on a juste à regarder, par exemple, le monde du travail, où finalement, il peut avoir une chicane dans un département où quelqu'un décide d'une manière sadique, de dire il faut que cette personne-là parte ou quitte. Est-ce que c'est toujours encore du territoire? C'est la question que je peux me poser. Mais pourquoi ça se produit partout? C'est là que, moi, je me dis, pourquoi, aussitôt qu'il y a des êtres humains, deux personnes, et tous ces gens, je vais finir ça. Aussitôt qu'il y a deux personnes, on dirait que s'il y a des zones grises, si les gens ne sont pas capables d'arriver à établir une bonne communication, on dirait que ça détruit. Ça passe. Alors, je considère comme le mal comme étant une force qui vampirise l'homme. Et si l'homme peut arriver à en prendre conscience, et ça va être, je pense, une grande découverte, pour la psychologie, pour la psychiatrie, de se pencher. Oui, mais quelle force? Je ne demande pas de croire à ce que je dis, je demande simplement de rester ouvert, d'envisager la possibilité qu'il existe des forces invisibles qui peuvent détruire l'homme. Oui, mais quelle force va contrer le mal? Quelle force va annuler le mal? La communication. La communication claire avec soi-même. Parce que j'ai remarqué que la majorité des gens, depuis toujours, là, pas juste en consultation, là, la majorité des gens ont beaucoup de difficultés à s'aimer. Ça, c'est la première chose qui m'a impressionné. À s'aimer soi-même, oui, vous voulez dire? Oui. Puis quand on rencontre des gens qui ont l'impression de s'aimer, souvent, ce sont des boursouflures de l'ego à un point tel que ce qu'on voit, c'est pas regardable, là. C'est des gens qui sont tellement, qui ont tellement une estime d'eux tellement névrosée, tellement déphasée, que lorsqu'ils arrivent dans un endroit, il faut que tout le monde se taise, les admire. C'est des papes partout. C'est malade. On s'entend pour dire que c'est des grands malades, mais ils sont les derniers à le savoir. Ce qui m'impressionne, c'est pourquoi sont-ils les derniers à le savoir? Un fou est celui qui a tout perdu sauf la raison. Mais on dirait qu'il résonne dans une dimension qui n'est pas le réel. Il ne résonne pas clairement. Sa psyché n'est pas claire. Il n'est pas capable d'arriver à se percevoir. Il n'est pas capable d'arriver à se comprendre. Il n'est pas capable d'arriver à comprendre son prochain. Et la vision qu'il a du monde est totalement distorsionnée. Mais le but, c'est qu'en bout de ligne, ça va le détruire. Puis ça va détruire son interrelation avec le monde. Et ça va être vu et perçu par les gens de l'extérieur comme étant quelque chose de mal, les actions de la personne. Maintenant, je regarde aussi les enfants. Oui. Bon. Les enfants ne sont pas des petites créatures douces. Ce ne sont pas des petites créatures aimables. À l'état pur, au primaire, c'est des monstres. Et les enfants ne sont pas des êtres doux, ce ne sont pas des êtres gentils. C'est pas vrai, ça, c'est un mythe. Ils peuvent l'être aussi. Oui, quand on leur donne des cadeaux à Noël, oui. Mais les enfants, oui. Les enfants, lorsqu'ils sont très, très jeunes, à la maternelle, bien sûr, c'est très gentil, là. Lorsqu'ils commencent à prendre une identité
pas encore une identité, mais un peu de territoire. Ouais. Je vous garantis que les enfants, on change de perspective. On change de perspective. Ça commence très jeune. Donc, il y a déjà dans l'enfant énormément de méchanceté, il y a énormément de monstruosité, énormément même de sadisme, énormément de... Donc, moi, je regarde surtout les époques. C'est les époques que j'étudie. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire depuis 4000 ans? Tous les peuples de la Terre souffrent. Qu'est-ce que ça veut dire que présentement, à une ville comme Montréal, ou qui est très évoluée, il n'y a pratiquement pas personne de bien dans sa peau. Il n'y en a pas une tonne. C'est pas la majorité. Et apparemment, sans connaître les statistiques, il y a beaucoup de gens sur les antidépresseurs ou qui prennent des médicaments très forts. Là. D'accord? Puis il y en a qui sont mieux placés que moi pour savoir quel genre de médicaments, c'est les psychiatres. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à la dépression, beaucoup de gens qui arrivent à maniaco-dépressifs, qui étaient des maladies qu'on ne connaissait pas autrefois. Est-ce que c'est parce que la science s'est développée? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ça veut dire ceci, c'est à quelque part, beaucoup de gens sont mal dans leur peau. Et je ne sais pas, mais vous avez juste à conduire une voiture pour vous apercevoir qu'il y a des gens, là, il y a un petit espace, là, puis ils le veulent, là, puis ils sont prêts à tenter un accident là, pour prendre ce petit espace-là. Et ça, c'est à tous les jours. Moi, je ne crois pas que c'est strictement animal. Je crois qu'il y a des forces dans l'invisible qui empêchent l'homme d'accéder à son intelligence, qui empêchent l'homme d'accéder à lui-même. Et ça commence par une sorte de haine de soi qui est très subtile et une perception du monde qui est erronée. Et il y a une dame qui habite pas tellement loin de chez moi, elle ne va pas se reconnaître, elle n'écoute pas l'émission. Elle part toute seule et elle engueule l'invisible. Peut-être que c'est une bonne chose, mais elle part toute seule. Et on rencontre souvent des gens comme ça, qui sont des locs. Ils parlent tout seuls. Mais ils parlent avec qui? Avec quoi? Alors, c'est juste que je m'interroge sur plusieurs religions qui ont déjà mentionné le mal, qui en ont déjà parlé comme étant des choses qui existent réellement. Est-ce qu'on n'est pas un peu orgueilleux avec notre civilisation, avec de la haute technologie, en se disant, bon, maintenant, on va balayer la religion, on va enlever tout ça, ça n'existe plus, ça n'a plus aucune valeur. Et puis finalement, ces choses-là, c'est juste des conneries, on n'en parle plus. Je pense que les choses ne sont pas si simples que ça. Mais si vous enlevez l'homme de la Terre, est-ce que vous enlevez le mal en même temps? On n'enlèvera pas l'homme de la Terre. Fait que la question, Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'homme qui a du mal? Arthur Schopenhauer s'était posé cette question-là. Arthur Schopenhauer s'était posé cette question-là. C'est un philosophe allemand. Et il s'interrogeait à savoir pourquoi, par exemple, les animaux avaient besoin d'ôter la vie pour survivre. Donc, il dit les choses sont étrangement faites. Ça ne devrait pas être comme ça. Mais évidemment, Darwin a mis les choses au point. L'animal a besoin de survivre, a bouffer. On a beau être en campagne, étendu sur le gazon, il y a un paquet d'insectes en train de se bouffer. Mais ce que je veux dire, je parle dans un angle différent, c'est que je pars à partir de l'idée que dans les 4000 dernières années, il n'y a pas de civilisation sans guerre. Et même si on vit présentement dans une ère qui est absolument extraordinaire, qui est moderne, qui est fantastique, qui est majestueuse, il n'y a pratiquement pas personne d'heureux. Et la question que je vois souvent, c'est que les gens ont beaucoup de difficultés à être bien, tout simplement. Ils ont beaucoup de difficultés à être dans le moment présent. Et lorsqu'ils commencent à penser, lorsqu'ils commencent à réfléchir, ils ne sont pas bien. Ils sentent un vide, ils sentent une peur, ils sentent une angoisse. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi pas se sentir bien? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, les êtres humains, de se sentir bien? Pourquoi allons-nous voir des films catastrophes? Pourquoi sommes-nous des consommateurs d'horreur? Pourquoi pas de film aucun film sur des grands penseurs? Vous savez qu'un film sur Einstein, ça ne pognerait pas. Arthur Schopenhauer, on se comprend, il n'y a personne qui sait ce que c'est à part les philosophes. Il n'y a pas de film. Nicolas Tesla, on a à peine
effleuré un petit peu au cinéma avec David Bowie qui a fait le rôle. Mais alors, on ne l'aborde pas. C'est sûr qu'on parle souvent de penseurs comme Einstein parce qu'il est très connu. Oui. Mais c'est clair qu'il y a eu des milliers de grands penseurs qu'on n'a jamais connus parce qu'ils n'ont pas été publicisés. Parce que dans le monde, il y a des grands penseurs qui sont passés. Il y a de très grands penseurs, mais pourquoi on n'amène pas ces sujets-là au cinéma? Oui. On n'amène pas ces sujets-là au cinéma parce que c'est pas vendeur. La réponse est simple. Ce qui est vendeur, c'est de l'horreur. Ce qui est vendeur, ça va donner ce qu'on appelle en anglais un thrill. Donc, on fait du cinéma en fonction d'un thrill. On fait un cinéma en fonction... Vous savez, c'est un très grand vendeur. C'est des gens qu'on tue, c'est un très grand vendeur. On a 400 postes de télévision. Alors, quand on fait du zap, en 2 annonces, c'est toujours... On peut calculer le nombre de films avec des gens qui ont des revolvers. C'est hallucinant, juste dans une soirée, à quel degré on peut être influencé négativement par la télévision sans qu'on vous demande la permission. Là. On tourne le poste. Alors, on vit dans un monde où le mal est très représenté. Ce serait intéressant de poser la question des psychologues. Pourquoi? Pourquoi pas de beauté? Voyez-vous? Et pourquoi aussi... il y a des séries qui vont prendre, par exemple, un criminel près de chez vous, un assassin juste à côté de votre rue, Jack l'Éventreur pas trop loin. Est-ce que vous sauriez le voir arriver s'il y avait un criminel près de chez vous? C'est des émissions qui vendent beaucoup. Est-ce que ce serait une des raisons pourquoi vous avez développé votre propre diffusion d'émissions sous forme de conférences ou de webconférences pour justement... avoir contrôle sur ce que vous allez produire et ce que les gens vont pouvoir bénéficier? C'est sûr que dans les webconférences, je peux me lancer plus profondément au niveau théorique. À la télévision, il faut faire un petit peu attention à la sensibilité. Il y a des gens qui écoutent ça, qui sont des enfants, toutes sortes de monde. Donc, je fais beaucoup Parce qu'il y a beaucoup de nuances dans ce que vous expliquez. Il y a beaucoup de nuances. Puis, il faut les comprendre, les ensuite, nuances, ça va sur Internet. Je veux que ce Ouais. soit extrêmement nuancé. Ouais. Il faut faire attention. Ouais. Par contre, dans les webconférences, évidemment que je vais beaucoup plus loin. Ouais. Donc, c'est une formule Internet que les gens vont chercher, premièrement, peut-être parce qu'ils nous ont écoutés à la télé, ils ont aimé ça, ils ont aimé, si on veut, l'introduction, mais c'est juste une introduction, parce que c'est vraiment dans les webconférences que ça se passe. C'est vraiment dans mes conférences que ça se passe. Parce que vous allez vraiment en profondeur à ce moment-là. Oui. Puis ça vous permet justement, ce qui ne peut pas nécessairement passer au cinéma avec des budgets des millions de dollars, vous le produisez pour pouvoir l'en faire bénéficier. Je dirais que la différence dans les conférences, je dirais que ma rage sort. Ma rage de créativité. Je ne mange pas personne, donc il n'y a pas de mal. Mais c'est toute la créativité qui sort. C'est aussi une sorte de colère intérieure de dire on échoue à être heureux. Oui. C'est pas normal. On vit dans une société où les êtres humains utilisent encore des modèles extrêmement pénibles pour survivre. On n'a pas dépassé le travail. On ne connaît pas cette société de loisirs qu'on a tant parlé au cours des années 60. On pourrait dire que notre époque moderne, c'est de l'esclavagisme apprivoisé, bien syndicalisé, avec lequel il n'y a aucune espèce de créativité possible. Et surtout, n'en fais pas trop. Restons têteux. N'allons pas trop loin. Ça, c'est une introduction aux webconférences. Ménageons-nous. Oui. Et les gens qui sont des génies, les gens qui sont des créateurs, ne peuvent absolument pas évoluer à l'intérieur d'un contexte où les syndicats dirigent absolument tout. En fait, la bureaucratie, parce qu'il y a plus que les syndicats. La bureaucration et les syndicats. Il y a les syndicats, il y a les règlements. Qui ont eu leur utilité. Les syndicats, les règlements municipaux, les règlements de la société elle-même, des règlements au niveau de tout l'encadrement du personnel. Ça place les gens dans un contexte où la place de la créativité n'est plus là. C'est ça qui est dommage. Ouais. Parce que le prix à payer est très cher. Donc, on veut une société, on s'est super bien organisé pour la société, on s'est bien organisé, mais finalement, le génie ne peut pas passer.
La créativité ne peut pas passer. Et lorsqu'on voit quelqu'un de brillant, s'il n'est pas bien encadré, c'est un peu comme de la radioactivité qui n'est pas dans son caisson de plomb. On s'en méfie. Je ne crois pas que c'est le bien qui dirige le monde. Quand on empêche la créativité de passer, quand on empêche l'intelligence de passer, quand on empêche la productivité géniale de passer, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est une société qui est portée à s'effondrer. Pas la race humaine. Vous êtes très sévère, M. Pinard. Très sévère. Écoutez, quand vous rencontrez un gars comme Hitler, et qui, à lui tout seul, fait une guerre mondiale, vous irez voir quelqu'un de très sévère. Savez-vous, lui, il le met en application. Mais il y a des sociétés qui encouragent la créativité de leurs employés quand même. Oui, il y a peut-être certaines firmes qui vont l'encourager, mais je veux dire, normalement, dans notre société, c'est pas quelque chose nécessairement qui... L'encadrement est très puissant. Bon. Mais ça, c'est la société. Ce que je veux dire, c'est que toutes les bonnes intentions finissent mal, ou finissent souvent mal. C'est ça qui est impressionnant. Mais en attendant, nous, on poursuit toujours avec notre créativité. Oui. Donc, j'invite les gens qui veulent assister à mes conférences. Évidemment que je me laisse aller, là. Vous avez plusieurs formes de conférences pour atteindre plus de monde dans le monde entier. J'ai des conférences publiques. Oui. Puis vous avez mon site web pour avoir ces informations, qui est le www.normandpinard.com. Toutes les activités sont là. Oui. Et il y a aussi les webconférences qui sont données à la fois au Québec puis à travers le monde. Donc, c'est une activité très intéressante parce que je me laisse être. Donc, il n'y a pas de censure. Je laisse passer. Et donc, ça devient accessible à tout le monde qui a ne serait-ce qu'un ordinateur. C'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur qui est puissant. C'est pas nécessaire d'avoir une caméra. C'est peut-être nécessaire juste d'avoir des haut-parleurs et c'est tout. Ouais. Un ordinateur qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans est capable, avec la plateforme que l'on a, d'avoir des webconférences. Okay. Et je donne des consultations privées. Oui, aussi. Oui. Et pouvez-vous appeler à quel numéro, M. Pinard? Au 514-254-5919. Bon. Alors, M. Pinard, on est presque à la fin de notre émission. Presque à la fin? Presque à la fin. Que peut-on dire de bien maintenant que tout a été dit, qu'une partie a été dit sur le mal? Oui. Bien, on peut peut-être... je le sais. Oui, allez-y donc. Si vous faites le mal, faites le bien. C'est ce qu'on appelle un cliché, madame, monsieur. Alors, vous pouvez toujours aller aussi sur le site de www.webpinard.tv pour avoir tous les détails des conférences de M. Pinard en ligne. Et aussi, vous avez la possibilité d'écrire au poste de télévision de TVRL qui est info@tvrl.ca. Alors, c'est à ce moment-là que vous pouvez manifester votre intérêt pour l'émission pour que ça continue. Alors, voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie et puis à la prochaine.